Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, donc voilà. Alors pour toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Kiffer, je suis praticienne dans les arts taoïstes, donc c'est principalement la médecine chinoise, mais aussi tout ce qui est astrologie chinoise et feng shui. Et surtout, je me passionne sur la santé et sur le bien-être de manière très globale. Vous retrouverez sur cette chaîne plein de conseils santé, bien-être, psychologie, émotions, etc. Tout ce qui peut sembler être utile à partager, ce sera ici. Dans cette vidéo aujourd'hui, je réponds à vos questions. J'avais ouvert une petite boîte à questions sur Instagram et vous y aviez mis quelques questions. Donc on va y répondre aujourd'hui. Question numéro 1. Comment contrôler la colère pour qu'elle n'éclate pas? C'est un petit peu vaste comme réponse à donner sur ça quand je connais pas la personne. Euh, Déjà, j'ai envie de dire que toute émotion n'est pas à contrôler, mais plutôt à comprendre, à accueillir, à laisser s'exprimer. Après, je suis d'accord avec toi que peut-être que la colère, parfois, ça serait bien qu'elle puisse s'apaiser avant qu'on l'exprime, qu'elle sorte pas comme une boule de feu. Ce qui pourrait aider sur ça, déjà, c'est peut-être de se rendre compte de toutes les émotions qui ont pu être refoulées. Peut-être pas que de la colère, parce que souvent derrière la colère, il y a aussi de la tristesse, de la frustration. Un exercice qui est assez simple et qui aide pour la plupart du temps, c'est déjà de noter tout ce qui peut passer par la tête et tout ce qui peut être retenu en soi et qui ne peut peut-être pas être exprimé à d'autres personnes ou à la situation. Il n'y a rien que tu peux faire. Ce serait déjà décharger sur le papier. C'est quelque chose qui est assez fascinant, qu'on comprend avec les neurosciences et la PNL, c'est que tout ce que tu vas mettre sur écrit, ton cerveau, il le comprend comme quelque chose qui sort de toi. Donc dans un premier temps, ça serait vraiment d'écrire sans réfléchir à ce que tu notes. Donc pas forcément te dire que tu écris quelque chose de joli ou qui a du sens, mais juste vraiment tout ce qui te passe par la tête. Donc si c'est, excusez-moi du terme, oh putain ça fait chier, bah, tu écris, oh putain ça fait chier, je vis ça, je traverse ça, etc. Et juste tu laisses tout déferler sur le papier. Ça peut être papier ou ça peut être un enregistrement si vous n'avez pas l'habitude de forcément écrire et que c'est pas facile pour vous d'utiliser cette méthode. Et l'idée c'est d'aller au bout de ces pensées, de laisser décharger tout le flot et après de déchirer, de brûler ou de supprimer si c'est sur un enregistrement avec l'intention de libérer quelque chose, de ne pas garder tout ce qu'il peut y avoir en package émotionnel à l'intérieur de nous. D'éventuellement prendre quelqu'un comme confident ou un ami, quelqu'un à qui on peut se confier, qui permet déjà de descendre la soupape, parce que souvent c'est qu'il y a une cocotte minute qui a envie d'exploser avec la colère, donc ça peut être aussi déchargé. Ça peut être, il y a des destroy rooms qui sont assez sympas, qui sont des pièces conçues pour être détruites. Donc ça peut être décharger sa colère aussi dans des destroy rooms, ou taper dans des coussins, ou des peluches, ou il peut y avoir une peluche symbolique pour la colère. Et du coup, on se défoule dedans. Il y a aussi un équilibrage dans l'ensemble à voir avec le système nerveux ou à d'autres émotions. Mais je dirais que ça peut être déjà pas mal. Et après, bien sûr, aller voir psychologue ou thérapeute, faire un suivi profond sur la colère, voir d'où elle vient, l'origine, quels sont les besoins qui sont cachés derrière, qui sont peut-être pas exprimés, entendus. Voilà, tout ça. Question numéro 2. Psychologiquement, parfois, c'est dur de ne pas déprimer par rapport au trauma du passé. Ouais, là c'est quelque chose qui est du coup un peu plus lourd, qui demanderait d'avoir un suivi quand même thérapeutique. Ça peut être d'aller travailler en EMDR, donc ça c'est les mouvements bilatéraux alternés des yeux. Donc souvent il y a une personne qui va se placer en face de vous et qui va venir bouger son doigt et qui va vous demander en fait de suivre le doigt. Et cette action va permettre de connecter en fait les deux hémisphères du cerveau et de pouvoir aller voir ce qu'il peut y avoir en inconscient et ce qui peut être refoulé et d'aller décristalliser certains traumas ou certaines choses qui seraient enfuies. L'image
qu'une personne qui exerce le MDR m'avait donné, c'était que souvent on a des émotions, des traumatismes ou des événements qui sont cristallisés, comme si en fait il y avait une chaîne de montagnes et que c'était la neige qui était stagnante en haut des montagnes et qui se relâchait pas, qui permettait pas en fait de se libérer et d'avoir des ressources. Et le MDR permet d'une certaine manière de faire venir le soleil, ça va être très poétique, et de venir faire fondre la neige de manière douce, donc de décristalliser, faire du mouvement, libérer certains traumas, certaines émotions qui seraient enfuies, pour qu'elles se transforment en lac et que ce lac devienne une ressource. Voilà, donc ça peut être vu avec de l'EMDR, ça peut être vu en transgénérationnel, ça peut être des mémoires cellulaires, quelque chose à faire transmuter, à transformer, dépasser, pour que justement ce ne soit plus quelque chose qui soit empêchant, mais que ça devienne juste quelque chose qui soit compris, intégré, et qui permette de faire sa vie de manière plus fluide. Ça peut être d'autres psychothérapies classiques. Bien sûr que la médecine chinoise peut aussi aider. Mais voilà, ça demande d'aller regarder un peu plus en profondeur. Question numéro 3. Quand je mange, j'ai du mal à digérer et j'ai des ballonnements. Ok, ça c'est un petit peu le sujet dont je parle beaucoup sur ma chaîne. Très souvent, ça va venir de l'alimentation. Donc ça peut être un déséquilibre alimentaire, ça peut être des aliments qui sont peut-être trop inflammatoires, qui vont créer en fait un déséquilibre, une disharmonie, une dysbiose, voire même intestinale. Je peux mettre une vidéo là-haut, un lien qui aura plein d'informations détaillées pour répondre à cette question. Et forcément, l'idée, c'est d'aller voir quelqu'un. Moi, je me suis spécialisée sur l'alimentation anti-inflammatoire, donc ça peut être avec moi ou avec d'autres personnes, mais regarder l'ensemble de l'alimentation, de l'hygiène de vie et voir qu'est-ce qui peut être bloquant. Après, il peut y avoir aussi des émotions qui créent des soucis digestifs, bien sûr, et ça serait du stress, d'anxiété, et ça crée en fait des tensions, parce que les deux sont connectés. Et du coup, c'est quelque chose à voir en lien avec ça. Question numéro 4. Je me sens fatiguée à chaque automne, pourquoi ? Il y a un truc qui est assez évident, à chaque passage en fait de l'été à l'automne, voire à l'hiver, c'est forcément qu'il y a une chute de température, une baisse de luminosité, de soleil, et il y a beaucoup de personnes qui sont réceptifs à ça, qu'il y a peut-être un manque de vitamine D et une dérégulation de l'horloge circadienne du corps, donc c'est celle qui règle tout ce qui est cycle veille-sommeil, et ça du coup c'est quelque chose où tu peux prendre par exemple des compléments déjà avant, donc par exemple de la vitamine D déjà même fin d'été, même s'il y a encore du soleil pour préparer ce passage de l'automne, de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver. Ça peut être aussi prendre du zinc, du magnésium, de la DHA, parce que c'est trois aliments qui sont très importants, nutriments qui sont très importants. Il peut y avoir aussi une routine à garder avec du mouvement régulier, quelque chose qui va faire que ton corps reste et produit de l'énergie, ne devient pas en fait stagnant ou trop fatigué. Ça peut être aussi quand même avoir plus de repos fin d'été, ne pas abuser sur des journées peut-être d'été trop festives, préparer un peu plus l'automne et l'hiver, avoir une alimentation un peu plus chaude, pas manger trop de crudités et trop d'aliments qui sont inflammatoires. On revient sur l'alimentation anti-inflammatoire qui va vraiment aider à préparer cette période. Et il y a des lampes, par exemple, de luminothérapie, qui peuvent aider aussi à réguler ces cycles-là, qui peuvent commencer à être utilisées dès qu'il y a le soleil qui se couche plus tôt, qu'on a le changement d'horaire, par exemple, si c'est en France ou certains pays. Et l'idée, ça peut être d'utiliser la luminothérapie 30 minutes dès le matin au réveil pour que le corps, du coup, prépare bien son cycle, la descente de la mélatonine, la montée de la cortisone, du coup, le matin pour se sentir en forme. Voilà, par exemple. 5e question. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ce qu'on mange et notre humeur ? Ah ben ça, oui. Et j'ai fait une vidéo du coup dessus aussi. Je la mets là juste en haut en lien. C'est hyper intéressant à étudier parce qu'en fait, le ventre et les émotions sont complètement connectés de par le nerf vague. Parce que déjà, c'est le nerf le plus long du corps. Et ce qui est très impressionnant, c'est de savoir que les informations viennent à 80% du ventre vers le cerveau, donc qui peut procurer du coup des émotions, et pas l'inverse. Donc si on a une dysbiose, un dérèglement au niveau digestif, ça va dérégler nos humeurs et donc nos émotions. Donc parfois, on a des émotions qu'on ne sait pas du tout d'où elles viennent.
d'un coup de la colère, d'un coup de la tristesse ou de la frustration, et ça peut être en fait des dérèglements digestifs et pas quelque chose qui se passe forcément au niveau psychologique. Donc oui, l'alimentation et le système digestif peut complètement dérégler nos humeurs. Donc il y a un lien avec ce qu'on mange et nos humeurs. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai faites sur ce sujet qui parleront de ça de manière très détaillée. Voilà, j'espère que les réponses à ces questions vous apporteront de la clarté et je vous dis à très bientôt. Bye bye.